Rebonjour à tous, place maintenant à François-Xavier Lair. Vous le retrouverez cet après-midi pour un atelier pour venir les yeux fermés à 15h40. Vous l'avez déjà en cookie et on va vous parler de police. À toi François-Xavier. Attends, juste 2 secondes, je sais pas mes slides. Voilà, problème d'accessibilité. Hop, ça commence. Ah, faut que tu arrives sur le petit carré. À côté, c'est bon. Hop, et c'est un TFN F11. Putain, je vois rien. Et F11. Bon, c'est pas grave, on va rester comme ça. Allez, hop. Bonjour, merci d'être venus si nombreux ici. Alors désolé, je suis ni rappeur ni DJ, bien que je vais peut-être vous passer un petit truc tout à l'heure si vous êtes sage. Je suis là pour vous parler de police, mais de police d'icônes. Alors tout d'abord, je m'appelle François-Xavier Lair, j'ai la chance de travailler dans l'équipe accessibilité du groupe OnePoint. Donc je fais des audits, des accompagnements à la mise en conformité de sites, des formations, de l'intégration, du front, bref, voilà. Vous pouvez me suivre sur Mastodon ou LinkedIn, voire sur X. C'est un peu flippant, non, X? Bref, les polices d'icônes ou police de glyphes, c'est une technique qui permet d'insérer des images sur un site en utilisant une police de caractères. Normalement, une police de caractères, ça sert à afficher des caractères ou des symboles. Mais là, on va les utiliser. Je dis utiliser, mais on va plutôt les détourner pour afficher des symboles. Alors vous allez me poser la question, mais pourquoi on fait ça? En fait, pour répondre à cette question, il faut que je fasse un petit retour en arrière, retour vers le futur. Quand j'ai commencé à faire des sites web, quand on voulait insérer des images sur un site, on avait juste des JPEG ou des GIFs, voire même des BMP pour les plus mauvais d'entre nous. Et donc, ce n'était pas des images au format vectoriel. Donc, quand on voulait afficher une image à des tailles différentes, il fallait qu'on ait une image par taille. Si on voulait gérer, par exemple, des effets de hover et gérer les fonds de couleur, on devait faire une image par couleur. Donc ça, c'est des images d'un vrai projet qui date d'il y a un petit peu longtemps. Et on gérait ça sur Photoshop avec des petits slides et tout. Bref, c'était compliqué. Le plus fun, c'est si on devait gérer de la transparence. Parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas utiliser des PNG qui n'étaient pas encore suffisamment supportés par les navigateurs. Donc du coup, on utilisait des GIFs, et ce n'était pas de la vraie transparence. Dans Photoshop, on faisait des options de détourage, et Photoshop y rajoutait une espèce de dégradé entre notre couleur de base et la couleur de fond. Résultat, on devait générer une image par fond qu'on voulait utiliser. Bref, on se retrouvait avec plein d'images, et c'était la préhistoire, quoi. Sauf qu'en plus, à l'époque, on n'avait pas HTTP2. Donc, le fait d'avoir plein d'images, ça faisait plein de requêtes. Donc ça, niveau perf, c'était pas terrible. Donc, ce qu'on faisait, on utilisait des sprites d'images. Donc, c'est quoi un sprite d'image? Là, vous avez des images de sprites de l'époque. C'est des petits sites, vous les connaissez peut-être. Bref, c'est tiré d'un article d'Alza Création. Donc, le principe des sprites d'images, c'était de mettre toutes les images dont on avait besoin sur une seule. Après, on faisait un bloc pour lequel on mettait le sprite en background. Et en gérant les coordonnées de background position, on affichait juste l'image dont on avait besoin. Génial, non? Non, en fait, c'était la galère, c'était l'horreur, parce que dès qu'on devait rajouter une image, il fallait la rajouter à la GIF. Mais le pire, c'était si on devait changer la taille d'une image, ça décalait toutes nos coordonnées, donc il fallait repasser sur toutes les CSS. Bref, c'était un enfer. Donc, résultat, hop, j'ai plus de mes slides. Donc, vers 2013 environ, quand les polices de glyphes sont arrivées, ça a été popularisé notamment par Bootstrap qui disait front awesome. Ça a été la révolution, parce que vu la galère dans laquelle on était, c'était magique, quoi. On avait un seul fichier à charger nativement, donc plus besoin de faire des sprites, des images vectorielles, et en plus on pouvait changer tout ça en CSS. Donc c'était génial. C'était tellement génial que ce trick de 2013, 10 ans après, en 2023, ça continue d'être la technique par défaut sur la plupart des sites pour insérer des images. Sauf que le problème, les polices de glyphes, c'est Superman ou c'est Homelander? Je vous pose la question. Parce qu'en fait, les polices de glyphes, elles posent également pas mal de problèmes.
Premier problème, ça va créer des effets de flash of unstyled content. Donc on peut voir ça sur le site de Rouen Métropole, là, je crois qu'on est dans leurs locaux, le site de basket. Si on visualise leur site en diminuant la vitesse de connexion, vous pouvez faire ça dans vos DevTools, ou juste si vous avez un opérateur pourri, ça marche aussi. Et là, vous allez vous retrouver avec des espèces de petits trucs là. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, le temps d'avoir chargé votre police d'icônes, eh bien, le navigateur il va charger une police par défaut, et sauf que dans votre police par défaut, toutes vos jolies icônes n'existent pas. Donc ça crée ce petit effet qui n'est pas terrible. Bon, alors ça, on peut le régler en rajoutant une petite propriété CSS, Front Display Block, qui dit au navigateur, tant que tu n'as pas la police, tu fais rien. Autre problème, c'est que les polices de caractère, c'est du caractère, c'est des textes. Et donc, du coup, c'est les règles de CSS de texte qui vont s'appliquer, telles que font size, letter spacing, line height. Et ça va complexifier la façon dont vous intégrez vos icônes, mais surtout, ça va réduire la consistance en fonction des différentes configurations. Hop, j'ai toujours pas mes slides. Ok, excusez-moi, j'ai plus mes slides. Voilà. Autre problème plus embêtant, ça va poser des problèmes d'accessibilité, surtout si on se contente d'utiliser les polices de glyphes par défaut. Premier problème, les glyphes elles peuvent être prononcés par les lecteurs d'écran. Qu'est-ce qui se passe? Dans certains cas, le lecteur d'écran il va essayer de lire la petite clé Unicode, et donc ça va rendre le caractère Unicode correspondant. Donc là, dans cet exemple du pouce vers le bas, la signification, ce qui va être vocalisé, c'est lettres minuscules grecques oméga, esprit rude et accent aigu. Voilà, ça fait un petit peu peur. Des fois, il va juste dire imprononçable. Autre problème, l'intégration par défaut, là c'est celle de Fontosum, elle utilise une balise I. Sauf qu'une balise I, ça ne veut pas dire I comme icône. Une balise I, c'est un élément HTML représentant un morceau de texte qui se différencie du texte principal. Donc en faisant ça, en fait, vous faites un détournement sémantique de balise, et ça peut être sanctionné par le critère 8.9 du RGA si vous tombez sur un auditeur pointilleux. Spoiler, je suis un auditeur pointilleux. Alors ça, bien sûr, vous pouvez le corriger aussi. Il suffit d'ajouter un attribut AreaHidden égale true qui va cacher l'icône au lecteur d'écran. Ça marche pour les icônes de décoration. Alors juste pour revenir, c'est quoi une icône de décoration? Une icône de décoration, elle est là pour faire joli. On n'a pas besoin de la vocaliser, elle ne porte pas d'informations. On n'a pas besoin de dire petite feuille, une offre neutre en CE2, ou balance, une offre équilibrée. Ça, on s'en fiche, on n'a pas besoin. Pareil pour le menu, on n'a pas besoin de dire maison, accueil, puisqu'on a déjà l'information en dessous. À l'inverse, si je retire mes labels à mes menus, là, les icônes elles deviennent porteuses d'informations. Donc il faut que je la restitue au lecteur d'écran, sinon les utilisateurs ils n'ont pas l'information. Donc ça, vous pouvez le faire, il suffit de rajouter la signification de votre icône avec une classe Visually Hidden qui va cacher à tout le monde le texte, sauf aux utilisateurs de technologie d'assistance. Donc là, c'est la classe Visually Hidden de Bootstrap qui marche bien. Alors, il y a une autre technique qui se base sur les ligatures. Donc, qu'est-ce qui se passe? Au lieu d'utiliser un pseudo-élément pour insérer l'icône, on va la mettre directement dans le code avec des ligatures. C'est Google Material qui fait ça. Donc ça part d'un bon principe. Les gars, ils se sont dit, ouais, les développeurs, ils oublient de mettre des icônes, ils oublient de mettre des alternatives, du coup, il y en aura tout le temps. Sauf que le problème, c'est que comme on l'a vu, la plupart des images, c'est des images de décoration, donc il n'y a pas besoin de ça. En plus, ce n'est pas la description du symbole qu'on veut dire, c'est sa signification, ce qu'il représente. Là, ce qu'on veut dire, c'est favori, c'est pas star ou étoile. En plus, si vous êtes sur un site international, ça ne va pas marcher. Il va falloir que vous fassiez une police de glyphes par langue, et c'est la galère. Bref, faites pas ça, ou utilisez AreaHidden pour cacher ça. Autre problème, le poids. J'ai eu l'idée de ce talk sur un projet il n'y a pas longtemps. On faisait le projet from scratch, donc on avait une dizaine d'icônes matérielles à utiliser. Et l'autre dev qui bossait avec moi, il a inséré la police matérielle sur le projet. Il ne s'est pas posé de questions. Google, c'est bien. C'est bien, non? Sauf qu'en fait, par défaut, quand on utilise la police de Google, il utilise une police de fond variable. Et si on regarde les ressources, là, pour charger mon petit picto de hamburger d'1 kg, j'utilise 2 méga 9. 2 méga 9 pour 1 kg.
Alors avec font awesome, c'est un petit peu mieux. Par défaut, la fonte, elle fait que 150, mais je télécharge toute une tartine de CSS, là on ne sait pas trop, et on arrive à 186 kg transférés. Là, vous allez me dire, ah, mais on peut faire du SVG. Sauf qu'en fait, le mode SVG de font awesome, ce n'est pas un vrai mode SVG. Qu'est-ce qu'il fait? Il télécharge un méga fichier JavaScript de 500K qui va réinjecter des SVG dans le HTML. Donc, première conclusion, ne vous fiez jamais aux dépendances. Quand vous utilisez une dépendance, regardez toujours ce que fait la dépendance, quel code elle génère, quelles ressources elle charge derrière. Deuxième conclusion, je pense que vous voyez venir la fiche du film. Voilà. Le plus gros problème avec les polices d'icônes, c'est qu'on est dans la surconsommation. Au final, sur mon projet dont je vous parlais, on a utilisé 22 pictos. Avec des SVG, ça faisait 26K. Donc, avec les fontes, on était à au mieux 9 fois plus, au pire 110 fois plus. Vous n'aurez jamais besoin des 3061 icônes de matériel ou des 1390 de font awesome. En particulier le petit caca qui sourit ou le bong, sauf si vous êtes sur un site qui vend des matières illégales. Bref, en chargeant tout ça, vous chargez des ressources pour rien. Et ça, c'est mauvais pour les performances et pour l'éco-conception. Alors pour peu que vous ayez une belle maquette avec une police externe pour les titres, une police externe pour le reste du texte, votre méga police de fonte, vous vous retrouvez rapidement à 1, 2, 3 mégas. Rien que pour ça. Donc pour rappel, il n'y a pas longtemps, la taille recommandée d'une page, c'était 300K. Ok, on me fait signe, je vais aller vite. Dernier problème, souci de maintenance. Vous allez me dire, ouais, mais en fait, avec Ikomoon, on peut gérer soi-même les polices de glyphes, et donc utiliser que les glyphes où on a besoin. Vous vous dites, youpi! Et en fait, ouais, sur un petit périmètre restreint, ça va marcher, sauf qu'en pratique, sur un gros site, les icônes, vous allez en rajouter. À la fin, vous ne savez plus quelles icônes sont utilisées ou pas, et vous vous retrouvez avec les mêmes problèmes. Pour peu que quelqu'un ait la super idée de modifier les correspondances des code points entre les caractères, c'est du vécu, vous vous retrouvez à modifier toutes vos CSS. Bref, ça devient shining, quoi. Donc, entre les problèmes d'accessibilité, les problèmes de performance, les problèmes de maintenance, les problèmes de style, moi, les glyphes, ça m'a foutu la haine. Ah, j'arrive pas à vous mettre le son, tant pis. Hop. Ah, fuck. Hop. Bon, alors, ensemble, est-ce qu'on peut bip la police? Donc, comment on fait ça? Pourquoi on utilisait les polices d'icônes? C'était pour avoir un format vectoriel. Mais à présent, SVG il permet de faire ça beaucoup plus proprement. Pendant longtemps, on ne pouvait pas l'utiliser à cause des parcs de vieilles versions d'Internet Explorer. RIP. Mais ça, c'est du passé. Donc SVG, le retour de Superman, spoiler, ouais. Alors comment on fait? Il y a plusieurs façons. La première, c'est d'utiliser une balise image, c'est simple. L'intérêt est limité parce qu'il ne permet pas de gérer la couleur du picto. Donc ça marche pour un picto dont on n'a pas besoin de gérer la couleur. Deuxième façon, c'est d'insérer directement le code du SVG dans votre code. Et là, du coup, vous pouvez gérer avec la base fill la couleur du picto. Alors n'oubliez pas le area hidden égale true, et puis de mettre un focusable égale false pour pas que le SVG puisse prendre le focus. Donc ça, c'est génial, parce que du coup, vous pouvez gérer plusieurs couleurs et avoir des magnifiques pictos de bière. Je sais, c'est bientôt l'apéro. En plus, vous pouvez même gérer ça avec des classes. Donc si vous préférez les Stout ou les Neipa, hop, en un clic, c'est fait. Cheers. Un autre truc qui est génial, c'est qu'on peut utiliser Current Color. Donc là, mon bouton, il est défini pour appliquer la couleur de son parent. Et donc là, si je réussis à passer ma souris dessus, j'arrive pas. Hop, vous me croirez sur parole, mais si j'arrivais à passer ma souris dessus, ça va changer en vert. SVG, c'est aussi... Ah, fuck. Hop. C'est aussi le retour de... Hop. Ah, putain. Voilà. C'est aussi le retour des sprites.
Sauf que là, c'est beaucoup plus simple que ce que je vous montrais tout à l'heure, parce qu'en fait, il suffit de mettre toutes les icônes dont on a besoin dans un seul gros SVG et de les instancier avec une balise use en utilisant l'encre que vous avez définie. C'est un peu comme des encres HTML. Donc c'est beaucoup plus simple. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai un petit peu charrié Fontosum, mais Fontosum, par défaut, il fournit sur son repo toutes ses SVG à l'unité et toutes ses SVG en sprite. Et j'arrive toujours pas à passer mes slides. Hop. Voilà. Enfin, dernière façon d'insérer les icônes, c'est par CSS. On peut faire ça avec un SVG externe. C'est les mêmes limitations qu'une image. On ne peut pas gérer la couleur de fond. Par contre, on peut aussi utiliser des SVG inline. Et là, du coup, on peut gérer la balise fil et gérer les couleurs. En plus, maintenant, on n'a même plus besoin d'encoder. On peut mettre le code direct. Il n'y a que le hashtag à encoder avec un %23. Alors ça, c'est un petit exemple comme ça pour montrer, mais en général, on met ça dans des custom properties. Donc on définit nos custom properties propres, et derrière, on a juste à utiliser les variables. Enfin, on peut utiliser un SVG externe et mask image. Alors mask image, comment ça marche? C'est un peu comme une image classique, sauf que les parties... Hop, j'ai des effets spéciaux. Tchac. Les parties noires de l'image, elles vont laisser passer le fond. Les parties blanches, elles vont le cacher. Voilà, les parties noires laissent le fond. Et donc, hop, si je change le fond, j'ai ma petite couleur qui va bien. Donc pareil, si j'arrivais à faire un over à ma souris. Voilà, oh, ça marche. Donc avec cette technique-là, on est très proche des modes d'utilisation des glyphes classiques. Et donc c'est plus facile pour accompagner le changement des gens qui sont habitués à utiliser des polices de glyphes. Donc bref, les masques, c'est splendide. Avant de se quitter, n'oubliez pas d'optimiser vos SVG. Je vous ai mis un lien sur les slides vers le site de Jack Archibald de Oh My God SVG, ou SVG Oh My God. En conclusion, les polices de glyphes bip, vous n'avez plus aucune raison de les utiliser en 2023. Méfiez-vous des dépendances, et puis SVG rocks. Merci. Merci François-Xavier. On peut se permettre une petite question. Allez, c'est la pause midi. Levez la main si vous avez une question. Ouais. Donc en fait, moi j'utilise beaucoup Fontawison et en gros, je voudrais savoir s'il y a une technique beaucoup plus... parce que là, vous avez présenté différentes méthodes de se rapprocher de Fontawison et d'autres librairies. Je voudrais savoir s'il n'y a pas quelque chose de plus simple, justement, pour utiliser les propriétés color, parce que c'est ce qui est de mieux, en fait, c'est la propriété color. Là, la dernière slide que j'ai présentée, c'est avec les masques. Ouais, mais du coup, ça implique qu'il faut entourer l'icône d'un fond blanc ou d'une autre couleur. Ça implique que tu as un background derrière ton image. Mais ça, en fait, tu gères ça avec des custom properties. Et tu les règles, tu fais tes custom properties avec ton image, ta couleur. Et puis, ça se fait vraiment bien, en fait. Ok, merci. Merci. Et désolé pour le souci technique, on n'a plus de connexion Internet. Donc, donc on n'a plus le messageur. Voilà. Merci François-Xavier.